Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, Supriniro a le plaisir de donner la parole à Romain Jallet. Romain Jallet est psychologue clinicien, il est référent en prévention du risque suicidaire, diplômé en approche multisensorielle Snow-Hezelen et également en criminologie renforcée. Romain est actuellement doctorant au laboratoire universitaire Interpsy de Lorraine. Sous la direction de Renaud Évrard et Magali Molinier, il travaille sur une thèse portant sur les répercussions cliniques sur la santé mentale des expériences spontanées ou induites de contact avec des défunts. Ce scientifique explore les expériences exceptionnelles vécues par des personnes endeuillées en mettant en lumière l'impact de ces contacts sur le processus de deuil. Vous allez l'entendre, c'est surprenant. Bonjour Romain. Bonjour Isabelle. Merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je crois que vous allez nous parler d'un sujet très intéressant qui sont les vécus subjectifs de contact avec un défunt et leur influence sur la santé mentale. Merci Isabelle, merci beaucoup de l'invitation. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs qui écouteront cette vidéo. Et effectivement, je vais vous parler aujourd'hui des vécus subjectifs de contact avec les défunts dans le cadre de mes recherches de doctorat. Et donc, effectivement, quelles sont les implications, enfin les répercussions en tout cas de ces vécus sur la santé mentale des personnes qui en témoignent. Qu'est-ce qu'une expérience exceptionnelle ? D'abord, en fait, il convient de mentionner qu'une personne sur 3 vivrait au cours de sa vie une expérience dite paranormale. Et donc, qu'est-ce qu'une expérience exceptionnelle? Vous voyez déjà que je vais plutôt employer le pluriel pour parler de ces expériences plutôt que le singulier, tant elles sont nombreuses. Et donc, les expériences exceptionnelles, elles correspondent à des vécus généralement rares, spontanés ou provoqués, impliquant, du point de vue du sujet, une interaction non ordinaire avec son environnement. Et donc, elles engendrent des émotions intenses, qu'elles soient positives ou négatives, provenant de leur caractère inhabituel et étrange. Donc ça, c'est une définition des expériences exceptionnelles qui a été donnée par Rabeyron en 2020. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le sujet va faire face à une anomalie dans le modèle de la réalité. Donc ça, en fait, je me rapporte aux écrits de Farr, euh, qui est un chercheur allemand. Et donc, certes, il y a une anomalie dans le modèle de la réalité, mais toutes les expériences exceptionnelles ne se jouent pas seulement euh, au niveau de la variable environnementale. C'est-à-dire, je prends l'exemple notamment de la possession. Donc, en fait, il existe des expériences exceptionnelles qui concernent le sujet lui-même. Donc, c'est le cas de la possession, par exemple. Autrement dit, le modèle de soi. C'est pourquoi, en fait, je préfère notamment la notion de rupture paradigmatique qui a été proposée par Évrard en 2015. Et c'est vraiment l'idée, en somme, que ces vécus se présentent toujours comme une déviation des modèles de la réalité et engendrent un bouleversement émotionnel chez la personne qui en témoigne. Qu'est-ce qu'un VSCD, aussi appelé nécrophanie ? Donc, parmi les expériences exceptionnelles, on compte le vécu subjectif de contact avec un défunt, donc le fameux VSCD. C'est une expérience qui va être spontanée et directe d'un contact qui semble initié par le défunt lui-même et sans sollicitation du récepteur, sans intervention de médium, d'appareil ou de technique. On pourrait penser à l'écriture automatique, au spiritisme, par exemple. Mais là, c'est pas le cas. Et donc cette expérience, ce vécu-là, il est plus ou moins subtil et il ne concerne pas les impressions de contact avec des entités spirituelles ou angéliques. On est vraiment sur des expériences de contact avec des défunts humains. Et donc là, je me rapporte aux travaux de Elsa Serre, qui est une chercheuse spécialisée sur le sujet. Donc, des chercheurs du laboratoire Interpsy de l'Université de Lorraine en France proposent quant à eux la terminologie de nécrophanie ou d'expérience exceptionnelle nécrophanique pour qualifier les vécus de ces sujets.
Donc moi, c'est plutôt dans cette approche-là que s'orientent mes recherches. Qu'est-ce que ça vient, dire? Eh bien, les nécrophanies, en fait, j'envisage ces vécus-là selon une approche, une perspective plus large et plus ouverte. En tout cas dans mon travail de thèse. Qu'est-ce que ça signifie? Donc effectivement, je m'intéresse notamment, donc au vécu subjectif de contact avec les défunts comme je les ai mentionnés, mais également au vécu de hantise, au vécu de poltergeist et au contact avec l'invisible, en fait, de manière générale. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose, d'important, c'est une version, en tout cas une vision beaucoup plus large. Et donc, dans le cadre de mes recherches, ce que je nomme en fait, nécrophanie, hein, en rapport, aux travaux, des chercheurs de l'université de Lorraine, englobe l'ensemble de ces expériences, donc les VSCD, la hantise, le poltergeist, et les contacts de manière générale avec l'invisible, qu'elles soient spontanées ou induites par un quelconque médiateur, et ce que je qualifie, alors ce que j'aime bien qualifier sous une sorte de métaphore qui serait la figure du défunt ou la figure du disparu. Hein, finalement, c'est cette personne qui va vous dire, eh bien voilà, j'ai entendu la voix de la personne disparu. Je l'ai vu, hein, c'est aussi des situations qui peuvent arriver. Donc c'est vraiment cette idée de la figure du défunt, de la figure du disparu, mais de manière beaucoup plus globale. Pourquoi un tel sujet d'étude? Alors c'est vrai que l'étude des nécrophanies, l'étude des vécus subjectifs de contact avec les défunts, c'est pas quelque chose qui est très répandu dans le domaine de la science, ni même dans le domaine de la psychologie d'ailleurs. Personnellement, lorsque j'ai fait mes études de psychologie, on m'a jamais parlé d'expérience paranormale, j'ai jamais eu de cours sur la parapsychologie, alors que ce sont des sujets qui sont tout à fait traités dans d'autres pays. Euh, et il y a voilà, des diplômes, des chaires de recherche qui concernent ces domaines-là, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, pourquoi un tel sujet d'étude? Eh bien, euh, en fait, lors d'une de mes expériences professionnelles de psychologue en EHPAD, euh, j'ai été interpellé sur le vécu d'une résidente qui m'a téléphoné un jour et donc cette personne, je vais l'appeler Odile, et donc elle était paniquée au téléphone à l'idée de paraître folle et d'avoir perdu la raison. Hein, ça, ce sont ses termes. Et en même temps, ce qui m'a beaucoup questionné, c'est que cette dame m'expliquait, en tout cas son discours était vraiment empreint d'un fort sentiment de quiétude. Vous voyez quelque chose d'assez paradoxal quand même. Hein. Et cette dame m'explique, toujours sous le coup de la surprise et de l'émotion, que son défunt mari lui a rendu visite la nuit précédente, rapportant qu'il lui a pris la main et qu'elle l'a vu. Donc elle rapporte un contact physique a priori et en tout cas ce qui semblerait être une apparition. Et donc madame, elle aborde cet événement comme un cadeau du ciel. Hein, ça, ce sont ses termes également. Et aujourd'hui, alors je dirais que ce qui a été déterminant pour cette femme, dans le cadre de son témoignage, ça a été de pouvoir s'adresser à deux personnes en fait qui ont entendu son vécu sans le disqualifier. Alors ça, c'est très important, j'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est vraiment l'idée de ne pas disqualifier ces vécus-là. Et effectivement, en fait, elle a pu verbaliser son vécu à une aide-soignante d'origine malgache qui lui a fait part des croyances existantes à Madagascar, où les liens en fait entre les vivants et les morts font vraiment partie intégrante de la vie quotidienne. Donc ça a été vraiment le premier point, quelque chose de très important pour moi. Ça a été que voilà, cette collègue n'a pas disqualifié son vécu, bien au contraire. Hein, ça lui a permis de bien le verbaliser. Et aussi, hein, je pense en tout cas personnellement avoir eu une écoute neutre et non jugeante de son vécu, alors que j'étais pas formé à cette époque à la clinique des expériences exceptionnelles. Mais voilà, et
c'est vrai qu'en tant que psychologue, ça m'a beaucoup interrogé ce vécu. Enfin, je me suis dit, quand même cette dame, voilà, je lui avais proposé des tests neuropsychologiques, hem, il y avait tout un tas d'évaluations, je sais enfin, j'étais convaincu que cette dame ne perdait pas la raison. Donc voilà, finalement, c'est vraiment quelque chose qui m'a interrogé, qui m'a vraiment questionné. Comment avez-vous débuté vos recherches et avec quel questionnement? Dès lors, hein, mon questionnement de clinicien, il s'est tourné, vers la survenue des expériences exceptionnelles. Alors c'était déjà un sujet qui m'intéressait auparavant, mais beaucoup moins de manière scientifique. Là, on était plutôt dans, l'étude des légendes, l'étude des mythes, voilà, quelque chose de beaucoup plus, en tout cas de moins scientifique. Et donc, je me suis demandé, suite à cet épisode avec cette dame, comment, à partir des théories dont je disposais en tant que psychologue, comment est-ce que je pouvais tenter d'expliquer de telles expériences, en tout cas leur survenue, ces vécus-là, et comment les appréhender sur le plan clinique, dans mon exercice de psychologue clinicien, dans l'accueil des personnes concernées. Finalement, je me demandais aussi quelles étaient les incidences de ces expériences sur la vie psychique, hein, des personnes qui en témoignent, les fameuses répercussions, hein, de ces vécus. Et puis finalement, je me suis aussi questionné, et ça a été vraiment une question initiale de ce travail, finalement, c'est comment expliquer que pour certains sujets, la figure du défunt, hein, cette fameuse métaphore-là que je prenais tout à l'heure, se manifeste sous un aspect, alors non familier, voire inconnu, puisqu'il peut y avoir, hein, des vécus où le défunt n'est pas reconnu, hein, ça peut exister. Et en même temps, on peut aussi avoir des contacts, en tout cas des expériences, des vécus qui soient beaucoup plus signifiants, avec des défunts qui sont bien identifiés. Donc, j'ai été soucieux à un moment donné, d'avoir accès à vraiment, enfin, c'est vraiment l'idée d'être au plus près de la réalité, clinique, et de l'expérience de ces personnes, hein, vraiment j'avais l'objectif de mieux comprendre et d'accéder, à d'autres vécus, hein, de personnes, puisque je me suis dit: «Mais quand même, cette personne m'en fait part, c'est bien que d'autres doivent être, concernés». Donc, lorsque j'élaborais mon projet, doctoral, j'ai lancé un appel à témoignages à partir de janvier, 2023, et de cet appel, hein, j'ai eu plusieurs entretiens, téléphoniques. Dispose-t-on de données en matière de prévalence de ces vécus? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les nécrophanies, les plus rapportées sont la sensation de présence ainsi que celles qui surviennent durant le sommeil. Donc bien que cela ne soit pas une règle stricte, elles apparaissent, hein, ces nécrophanies, ces VSCD, plus fréquemment chez les personnes endeuillées, donc en lien à une perte récente ou plus ancienne. Là, on n'a pas vraiment de règle, hein, non plus. Et donc, alors, on observe quand même, hein, qu'une concentration plus importante de ces vécus est à relever dans les 7 premiers jours après le décès. Voilà, on a quand même cette dimension-là. Ça, c'est les études d'Elsacer, hein, qui le montrent. Il y a aussi une enquête, hein, en 1987, euh, qui questionnait la sensation d'être en contact avec une personne décédée, et les résultats varient selon les pays, montrant de possibles influences culturelles. Donc ça, c'est intéressant parce que les Français, pour ce sondage-là, étaient en moyenne, enfin, en tout cas, étaient dans la moyenne avec 24% d'entre eux qui se disaient concernés par de tels vécus. Alors que, par exemple, les Islandais se disaient concernés par de tels vécus pour 41% d'entre eux. Donc voilà, ça peut aussi nous interroger sur la dimension culturelle. Une étude de Ries en 1971, donc, qui montrait déjà des résultats très intéressants, et qui viennent justement justifier, moi il me semble, hein, l'intérêt scientifique pour ces phénomènes.
en tout cas pour ces vécus, euh, Rees a montré qu'un veuf sur deux affirmait avoir connu une expérience de contact avec le partenaire décédé. Donc ça, c'est intéressant. Et de manière générale, hein, les études existantes montrent une prévalence élevée et stable dans le temps de ces expériences, ainsi qu'une grande diversité des profils socio-psychologiques des récepteurs. Donc on a vraiment une multitude de personnes qui peuvent être concernées et ça peut être des personnes tout à fait différentes. Donc les études, finalement, elles ne relèvent pas de profil type hein, du récepteur en termes d'âge, de genre, de niveau social et d'instruction, et ni de confession religieuse, ni d'appartenance ethnique. Hein. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme données 23% des nécrophanies vécues concernaient des défunts décédés dans des circonstances violentes. Hein, donc ça, c'est Haraldson en 94 qui le montre. Euh, toutefois, on a aussi une posture autre hein, qui dit que les circonstances du décès ne sont pas un élément capital dans l'apparition de tels vécus. Donc là, c'est pareil. Ouais, vous voyez qu'on a aussi des débats sur des questions de fond quand même. Et puis, concernant les messages adressés aux vivants, hein, ils ont quand même très rarement une valence négative. Hein. On observe des vécus subjectifs de contact avec des défunts qui sont négatifs, hein, qui peuvent engendrer de la peur, mais c'est quand même relativement rare. Donc sur le sujet, il y a notamment l'étude d'Evrard et de ses collègues en 2021, qui ont travaillé sur les vécus, les nécrophanies négatives. Donc, de manière générale quand même, les VSCD ont une tonalité rassurante et bienveillante hein, pour les personnes réceptrices. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit entre autres de l'assurance que le défunt continue à exister, qu'il va bien et qu'il est heureux. Hein, ça, c'est vraiment des choses qui sont rapportées par les personnes qui en témoignent. Et alors, il semble quand même hein, que ce n'est pas tant le contenu du message qui importe pour les vivants, mais davantage l'adresse qui leur est faite hein, et le fait que finalement un contact soit en tout cas semble initié à leur égard. Voilà, c'est vraiment ça qui compte, hein, de ce que j'observe. Selon quelle phénoménologie se manifestent ces vécus? Donc ces expériences, elles surviennent en état de veille, au réveil et durant les phases d'endormissement, voire durant les rêves. Donc finalement, ça concerne vraiment l'ensemble des états de conscience. Donc, espérer un signe de la part de son proche décédé n'est pas considéré comme un signe prédictif de l'apparition d'une nécrophanie, tout comme la tristesse réactionnelle à la perte. Hein, voilà, ça, c'est pas des éléments qui sont des facteurs prédictifs. Il existe, alors ça c'est très important, un continuum phénoménologique allant d'expériences claires et distinctes à des impressions qui sont beaucoup plus subtiles et partielles. Donc ça, c'est Camp et ses collègues en 2020 qui en ont parlé. Donc plus précisément, qu'est-ce que ça signifie Eh bien, il peut s'agir de la conviction de sentir la présence d'un défunt, d'un sentiment diffus de présence, voire d'un sentiment de présence clairement localisable. On a aussi d'autres expériences qui sont rapportées hein, par les personnes qui en témoignent. Donc, par exemple, des phénomènes sensoriels, donc visuels, olfactifs, tactiles, auditifs. On a aussi des conversations avec le défunt, des rêves à propos du défunt. Euh, on peut avoir aussi l'écoute d'une chanson hein, qui soit signifiante et associée au défunt. Alors, on peut également avoir, et ça c'est intéressant, des messages à partir d'animaux ou d'insectes hein, qui auraient un lien avec le défunt. Donc les expériences, de manière générale, elles sont relativement courtes. Hein, c'est des vécus relativement courts, de quelques secondes à quelques minutes. Hein, donc ça, c'est encore les travaux d'Elsacer qui nous apportent vraiment des données très intéressantes sur ces vécus. Euh,
En 96, il y a une classification qui a été proposée, hein, et qui détaille en fait la phénoménologie des différents types d'expériences. Et donc, par exemple, hein, le ressenti de présence d'un défunt, qui est courant et relativement agréable pour le récepteur. On peut également avoir, hein, des VSCD qui vont être auditifs. Donc là, par exemple, la perception d'une voix, euh, une communication qui va être interne ou externe avec le défunt. Donc on peut avoir des personnes qui ont des conversations avec le défunt. Euh, Et puis, je pourrais donner un autre exemple, hein, c'est un VSCD qui serait plutôt visuel, donc avec une perception plus ou moins précise. Donc ça peut être le buste d'un défunt, ça peut être le haut de son corps, ça peut être seulement son visage. Euh, et puis, on peut avoir des perceptions beaucoup plus, on peut avoir des visions beaucoup plus précises, beaucoup plus complètes. J'ai une personne notamment qui m'expliquait qu'elle a vu dans sa cour passer la silhouette, enfin une silhouette d'ailleurs, hein, c'était une personne qu'elle n'avait pas identifiée, mais voilà, elle a vu passer vraiment une silhouette tout entière. Donc, vous voyez quand même une phénoménologie qui est très vaste, hein, très variée. Et j'ai quand même envie de dire que finalement, il n'y a pas tellement de règles dans la manière dont vont être perçus ces vécus. Quelles répercussions ces vécus ont-ils sur la santé mentale des personnes réceptrices? Ces expériences-là, elles peuvent avoir différentes répercussions. Donc, par exemple, on a Évrard et ses collaborateurs en 2021 qui en donnent plusieurs exemples. Donc, certaines personnes, hein, peuvent affirmer que ces vécus, que ces vécus ont changé leur existence, que leur peur, pardon, de la mort s'est amoindrie, ou a disparu d'ailleurs, de façon similaire au cas d'expérience de mort imminente, par exemple. Hein. Alors, on note quand même un effet discutable en ce qui concerne la religiosité des personnes. Certains voient leurs croyances plus marquées, alors que d'autres sont désormais davantage en désaccord avec la religion. Ça, c'était aussi une question initiale. Et les personnes vont davantage se tourner vers les croyances spirituelles. Hein, donc ça peut être la croyance en la vie après la mort, par exemple. Donc à partir d'une revue de littérature, hein, sur les vécus subjectifs de contact avec un défunt, Krippner, en 2006, conclut à leur effet thérapeutique sur les syndromes dépressifs réactionnels à la perte, ainsi que les relations conflictuelles, hein, dont le sentiment de l'endeuillé relève de l'inachevé. Donc ça, c'est aussi tout à fait intéressant. Ces vécus-là, en tout cas, peuvent avoir des répercussions intéressantes dans les cas de deuil. Donc l'auteur, hein, Krippner, il explique que la conviction selon laquelle le défunt est heureux et qu'il va bien permettrait cet apaisement. Donc ça, c'est aussi tout à fait intéressant. On a des auteurs, hein, qui vont considérer que les nécrophanies disposent de fonctions salutaires, que le sentiment de réconfort, hein, permis par ce vécu peut permettre un réinvestissement rapide de la vie chez les endeuillés. Vous voyez qu'il y a vraiment, il me semble en tout cas, des intérêts thérapeutiques du côté de ces vécus-là. En fait, dans ce cadre-là, le sentiment de perte de l'après-décès pourrait être mis en sens finalement par la sensation de présence, hein, par le vécu. Donc ça, c'est tout à fait intéressant également. Et donc, d'autres auteurs parlent des vécus subjectifs de contact avec les défunts comme d'une réaction adaptative à la perte. Donc là, on se tourne davantage vers les stratégies d'adaptation, hein, les stratégies de coping. Et on pourrait se demander finalement si les nécrophanies, les VSCD ne sont pas finalement
une sorte d'objet transitionnel. Donc là, on est plutôt dans l'approche de Winnicott, mais on pourrait se demander, voilà, si ça fait pas office un petit peu d'objet transitionnel qui permet en fait une élaboration de la perte, hein, de l'être cher. Et donc, dans mes recherches, ce qui m'intéresse également beaucoup, c'est d'avoir une perspective qui soit suffisamment ouverte, suffisamment intégrative, hem, où finalement les morts sont envisagés, comme des alliés thérapeutiques au service de la guérison des vivants. Et là, quand je dis ça, je fais écho, aux travaux de Magali Molinier qui co-encadre justement, mon travail de thèse, et qui a beaucoup travaillé sur les relations entre les vivants et les morts. Existe-t-il des études neurologiques, biologiques, à l'instant d'un VSCD? Au niveau des explications neuro, je peux mentionner quelques explications hein, neurophysiologiques qui ont été avancées à propos de la survenue, donc notamment d'hallucinations visuelles et auditives. Euh, on note aussi des facteurs tels que la privation d'oxygène, les états de conscience modifiés, euh, des dysfonctionnements des lobes temporaux qui ont été mis en avant, hein, et puis également une exposition à des infrasons, par exemple. Donc d'autres explications physiques existent, hein, telles qu'une exposition à une intensité bien supérieure des champs électromagnétiques, les fameux EMF. Donc ça, c'est notamment le cas des lieux supposés hantés, hein, en comparaison à nos environnements habituels. Et puis, on peut avoir également des variations des taux de géomagnétisme, voilà, dans ces endroits-là. Donc ça peut être une explication, en tout cas, voilà, plutôt physique des expériences de hantise. On a un chercheur, donc Persinger, hein, en 93, qui a mis en avant des corrélations entre des niveaux de mélatonine et des sensations d'apparition et de présence chez des sujets endeuillés. Donc, avec l'idée hein, que les niveaux de mélatonine varient au cours de la journée, hein, et d'autres chercheurs hein, proposent de considérer l'explication hallucinatoire avec par exemple la substance hallucinogène, la DMT, qui en fait peut être sécrétée naturellement par la glande pinéale. C'est l'épiphyse hein, dans le cerveau, euh, qui a entre autres un rôle dans la régulation des rythmes veille-sommeil. Hein. Donc ça peut être des tentatives d'explication. Et il est aussi possible de s'orienter vers l'hypothèse d'hallucinations hypnagogiques. Donc c'est des hallucinations qui vont avoir lieu au moment de l'endormissement. Ou des hallucinations hypnopompiques. Donc ça, c'est des hallucinations qui vont avoir lieu au moment du réveil. Donc, c'est notamment le cas hein, chez des patients qui vont me parler de paralysie du sommeil. Dans ces situations-là, les personnes rapportent régulièrement en fait une vision horrifique d'une grande silhouette noire. Donc ça, difficile de l'expliquer, hein, mais en tout cas, on peut avoir une explication neuro de cette hallucination. Un autre point, c'était les travaux de recherche qui ont été faits à partir d'électroencéphalogrammes. Donc là, c'est les EEG. Alors ça, c'est très intéressant. Donc l'objectif était évidemment de comprendre en fait hein, s'il existait des anomalies ou bien des corrélations entre des phénomènes qui semblaient paranormaux et l'existence de certains fonctionnements cérébraux. Donc, des mesures ont été réalisées dans des cas de poltergeist, par exemple. Et donc, la difficulté, alors vous l'imaginez, hein, c'est de pouvoir réaliser l'EEG au moment en fait, où l'événement se produit, ce qui est en fait, moi il me semble en tout cas, quasiment impossible.
mais il y a quand même eu des mesures qui ont été réalisées peu de temps après l'événement, hein, après l'expérience. Donc, on obtient quand même des mesures qui sont très variables. De ce que j'en sais, il y a eu des résultats tout à fait normaux, mais d'autres plus intéressants peut-être sur le plan clinique. Donc, par exemple, il peut exister des variations de l'EEG chez un individu somnolent qui pourrait être le signe d'un syndrome de crise partielle d'épilepsie. Hein, et le cas de l'épilepsie, il a été beaucoup questionné, euh, notamment par les chercheurs Persinger et Roll. Euh, et en fait, ces chercheurs, ils ont repéré plusieurs individus épileptiques chez des personnes rapportant des phénomènes de poltergeist. Hein, donc, ils ont d'ailleurs élaboré une hypothèse allant dans le sens d'un lien supposé entre la psychocinèse et l'épilepsie, avec l'idée que les deux entités puissent être déclenchées, entre autres, par des facteurs similaires. Donc, ce peut être la colère, ce peut être le stress, etc. Et notamment chez ce qu'ils ont en tout cas appelé des adolescents fragiles. On a aussi des chercheurs, hein, donc Joyeux et Laurentin, qui ont par exemple constaté euh, deux éléments intéressants chez deux enfants qui rapportaient avoir observé la Vierge Marie dans un village de Bosnie-Herzégovine. Donc, alors, il n'y a que peu de résultats, hein, certes, donc on ne peut pas en faire des généralités, mais on a observé dans ces quelques cas des ondes cérébrales alpha et des ondes lentes θ. Donc ça, c'est plutôt des ondes cérébrales, donc les alphas qui vont être caractéristiques des états de relaxation et d'endormissement. En somme, hein, c'est des ondes qui sont présentes lorsque le niveau de vigilance diminue et qu'il y a un état de détente. Voilà. Donc ça, c'est des éléments neurophysiologiques que je peux vous transmettre voilà, euh, au sujet des VSCD. Existe-t-il des expériences relatées par des enfants? Ça a été une de mes grandes questions à un moment donné, en tout cas quand j'ai vraiment commencé mes recherches. Ce que je peux vous dire, c'est que les manifestations paranormales, hein, elles peuvent survenir très tôt durant l'enfance et que cela n'est pas du tout un fait rare. Hein. Et voilà, la clinique que je peux avoir auprès des personnes réceptrices de ces contacts, euh, voilà, ça ne semble pas épargné en fait. Vallon, dans sa préface de l'ouvrage de Soulière en 2010, hein, qui traitait des enfants et du paranormal, qui expliquait que les enfants semblent avoir des facultés paranormales plus souvent que les adultes. Et donc, il explique hein, qu'ils seraient plus en contact avec leur inconscient, qui n'est pas encore barré par la conscience. Donc, mieux, hein, celui-ci apparaît encore ouvert et libère son contenu au quotidien. En fait, il précisait même que les facultés paranormales sont l'œuvre de nos profondeurs psychiques et qu'elles apparaîtraient donc plus nombreuses et plus variées. Donc voilà, vraiment une observation du côté des enfants. Et on observe aussi hein, que ces expériences, elles se manifestent euh, chez des adolescents avec des conflits intrapsychiques. Hein, et alors, ça a été notamment, et ça c'est critiquable aujourd'hui, hein, mais en tout cas une tentative d'explication des phénomènes de poltergeist qu'on attribuait à l'époque surtout aux adolescentes, euh, aux jeunes femmes. C'était vraiment voilà, l'explication du poltergeist. Aujourd'hui, on considère vraiment davantage, et heureusement il me semble, le système familial tout entier, le groupe familial, en tant que responsable de la survenue de tels phénomènes inexpliqués, hein, plutôt qu'une personne. On parlait de la personne focale, en fait, à un moment donné. Hein. Aujourd'hui, on est vraiment davantage dans une vision systémique.
Ces manifestations, en fait, hein, de l'ordre de l'exceptionnel, euh, si l'on en entend le contenu latent, elles peuvent témoigner de la dimension du secret et du non-dit familial. En tout cas, c'est comme tel que j'essaie de travailler ces vécus avec les personnes qui me contactent. Vous vous intéressez également aux nécrophanies induites? Depuis la seconde moitié du XXe siècle, c'est de se dire quand même que les psychologues se sont majoritairement intéressés aux expériences nécrophaniques spontanées. Hein, en fait, c'est le spiritisme qui les a conduits à s'intéresser aux expériences induites. Euh, et effectivement, hein, dans maintes cultures, il existe des rituels permettant d'entretenir des liens avec les défunts et qu'elles soient facilitées, assistées ou recherchées, ces communications sont provoquées afin d'en tirer profit dans ces cultures-là. Donc effectivement, un intérêt pour les nécrophanies induites et on pourrait se demander finalement si l'être humain n'a-t-il pas toujours tenté au fil des époques d'entrer en contact avec l'invisible. Eh bien, j'ai envie de vous répondre que oui. Et c'est en tout cas la sensation que j'ai au fil de ces recherches sur les liens entretenus entre les vivants et les morts. Euh, alors, j'ai pu réaliser justement une communication orale à une récente journée d'études organisée par le laboratoire Interpsy et le CREM de l'université de Lorraine, qui s'intitulait Esprit es-tu là, rituel de contact avec l'invisible, de l'antique nécromantéon aux actuelles chasses aux fantômes. Et donc, au cours de cette communication, je me suis intéressé en fait aux villes de Grèce antique qui étaient connues, entre autres, pour la ferveur dirigée vers leurs oracles. Donc les oracles, hein, c'était des sanctuaires qui permettaient d'entrer en contact avec les morts et des divinités telles que Perséphone et Hadès. Donc les avancées de la science hein, ne sont pas, en tout cas, n'ont pas été sans effet sur les tentatives de l'humain d'entrer en contact avec l'invisible. Alors, il convient toutefois hein, d'insister sur une période euh, qui a été marquée par le témoignage des sœurs Fox, qui en 1848, hein, dans l'État de New York, raconte un ensemble de faits surprenants. Hein, donc c'était vraiment une période où ces jeunes filles hein, expliquaient avoir des conversations avec un esprit dénommé Splitfoot à partir d'un système de communication binaire. Et donc plus tard, hein, ce sera Alan Kardec notamment, hein, qui poursuivra cette communication qu'on appelle typtologique à partir de ces préceptes sur les esprits. Hein. Voilà, c'est le père fondateur du spiritisme. Et donc, ce sont en fait, au fil des années, d'autres formes de ce que j'appellerais médiation entre les vivants et les morts qui vont voir le jour. Et donc, moi, je trouve hein, que la créativité des spirites ne manque pas, hein, puisque finalement, on a eu tout un tas d'inventions euh, visant à une communication avec cet invisible. Et donc, ce que je montrais dans cette communication orale, c'était qu'aujourd'hui, est-ce que les chasses aux fantômes qui sont très importantes, notamment sur YouTube, est-ce que ces chasses aux fantômes, elles ne viennent pas incarner un nouveau type, une nouvelle modalité d'entrer en contact avec les morts? Voilà, ça, c'était vraiment une question que je me suis posée. Quelles sont les origines du psychomanteion? Alors, quand on parle d'expériences nécrophaniques induites, ça m'amène également à vous parler du psychomanteion, donc qui est un dispositif que je souhaite remettre, disons, au goût du jour
au cours de mes recherches. Donc, comme je l'ai mentionné, on part, en ce qui concerne le psychomontaion, on part des villes de Grèce antique qui donc disposaient d'oracles que l'on appelait des nécromontaions. Donc, pourquoi c'est si intéressant? C'est que l'hellénisme, hein, contrairement aux religions monothéistes modernes, en fait ne dispose pas d'injonctions explicites auxquelles les mortels ont le devoir de se conformer. En fait, on dit d'ailleurs que les religions juives, chrétiennes et islamiques sont révélées, hein. Cela signifie que Dieu lui-même se manifeste et que la volonté divine, en fait, elle est inscrite noir sur blanc dans un livre sacré, ce qui n'est pas le cas pour l'hellénisme. Donc en fait, il appartenait aux hellénistes de découvrir et de s'imprégner des lois divines. Alors, pour ce faire, il y avait certes la voie de l'expérience, hein, qui peut s'avérer longue et coûteuse, mais il y avait aussi la possibilité de recourir à un contact direct avec une divinité ou un défunt. Et donc, la nécromancie, hein, était cette forme de divination répandue en Grèce antique. Et donc, ce culte en fait des sépultures et des ancêtres, euh, en Grèce en tout cas, avait notamment lieu dans les nécromantéions, donc ces sanctuaires qu'on appelait notamment, en tout cas, les palais noirs d'Hadès. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est de se dire que le nécromantéion, c'était un lieu labyrinthique, hein, avec de nombreux couloirs, et notamment, alors pour le nécromantéion de l'Achéron, en fait, au-dessus, vous aviez un monastère, en dessous, vous aviez les différents couloirs, et encore en dessous, il me semble, hein, qu'il y avait la crypte, en tout cas une crypte, ce qu'on appelait la crypte voûtée d'Hadès, donc une chambre en fait avec des plafonds soutenus, hein, par pas moins de 15 arches qui représenteraient l'Hadès, tandis que le grand sanctuaire qui se trouvait au-dessus était le terrain de cérémonies religieuses. Et en fait, des chercheurs, hein, se sont demandé est-ce que tout cet agencement de couloirs labyrinthiques très longs, alors il y avait tout un tas de rituels, hein, également, hein, des rituels à partir d'ossements, avec des pointes de flèches, des objets taillés dans le fer. Alors ça, c'est un peu particulier parce que c'est des objets qui avaient des propriétés qu'on appelle apotropaïques, c'est-à-dire qui avaient pour objectif de se protéger contre un invisible, certainement au dessein redouté, hein. Mais en tout cas, pour revenir à ces couloirs-là et à l'agencement des nécromantéions, on peut se demander si c'était pas une façon de reproduire l'impression d'errance à travers les ténèbres de l'Hadès, hein, tel que ça nous est mentionné dans les œuvres mythologiques. Donc, le nécromantéion, c'est vraiment, disons, l'origine du psychomantéion. Donc, le psychomantéion, qu'est-ce que c'est? C'est une cabine dans laquelle est disposé un miroir ainsi qu'un fauteuil, inclinable d'ailleurs. C'est une cabine de déprivation sensorielle, c'est-à-dire que on réduit au maximum tout ce qui va être stimulation auditive, tout ce qui va être stimulation visuelle, par exemple, hein, vous avez seulement une petite lampe, voilà, qui éclaire très peu et qui est généralement placée derrière le fauteuil, et la personne a pour consigne de regarder en direction du miroir qui est positionné devant elle. Voilà. Et par cette déprivation sensorielle et par l'observation du miroir,
On peut induire des vécus de présence, des sensations de présence, on peut avoir des personnes qui rapportent des voix, on peut avoir des personnes qui rapportent avoir vu passer une ombre, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque ce dispositif est combiné avec auparavant un entretien d'évocation du défunt. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir finalement parler avec la personne du défunt à partir de photos, à partir d'objets, par exemple, hein, qui lui ont appartenu, et de demander ensuite à la personne si elle souhaite entrer dans la cabine, et là d'observer eh bien, si elle a une impression, une sensation de présence de la part du défunt en question. Avez-vous quelques anecdotes issues de vos suivis psychologiques de personnes ayant vécu des nécrophanies? J'ai par exemple la situation de Blandine. Alors les prénoms ont évidemment été modifiés, hein. Donc Blandine qui a 56 ans et qui se remémore au cours de son suivi psychologique des expériences inhabituelles lors de sa jeunesse. Donc Blandine m'explique hein, que régulièrement, la nuit, une vieille femme lui rendait visite. Elle s'asseyait sur le bord de son lit et lui caressait le visage avec tendresse. Et donc, quand elle me raconte ça, Blandine, elle est encore très émue de ce vécu-là qu'elle rapporte aujourd'hui. Hein, elle relie aujourd'hui ce vécu à une enfance marquée par des violences intrafamiliales. Hein, elle me disait qu'elle était très seule, qu'elle était très isolée, qu'elle était victime de violences hein, de la part de ses parents. Donc on pourrait se questionner, en tout cas au niveau psychologique, sur eh bien, peut-être la réassurance permise par ce vécu. Hein. Je voudrais vous parler aussi de Martine qui a 52 ans. Et Martine, elle me raconte l'expérience de son dernier déménagement. Donc là, je vais vous donner un petit peu de verbatim. Elle me dit: «Quand je suis arrivée dans cette maison, pour la première fois, je m'y sentais bien. Elle était accueillante et quand j'ai commencé à y habiter, j'ai d'abord senti une présence, puis j'ai entendu des bruits que je ne parvenais pas à expliquer. Je me sentais observée, je me sentais regardée.» Et donc Martine, hein, depuis, elle est persuadée que sa nouvelle maison est habitée par des défunts. Alors plutôt à entendre, hein, à comprendre ici sous l'angle d'une expérience de hantise en tant que fantôme de disparu. Hein. Donc voilà, ces deux anecdotes-là, vous remarquerez encore une fois que ce sont des femmes. J'ai très peu de suivi avec des hommes. Hein. Je dois en avoir deux dans ma patientèle actuelle sur 20 personnes hein, quand même. Quels conseils donneriez-vous à un professionnel de santé qui accueille ce type de vécu de la part d'un patient? On pourrait dire d'ailleurs tout autre professionnel, hein, que ce soit un professionnel du travail social par exemple, hein, même à n'importe qui d'ailleurs. Euh, alors, c'est quand même de dire que rares sont les patients qui, en tout cas les personnes qui osent témoigner d'un vécu étrange et a priori paranormal, et encore plus auprès d'un professionnel de la santé. Donc les raisons qui sont invoquées hein, sont la crainte que cela soit caractérisé comme un élément de psychopathologie, ou encore avec l'idée que la science hein, ne serait pas capable de les comprendre et de les expliquer. De ce fait, une majorité de ces personnes se tournent vers des approches complémentaires. Euh, alors, avec toutefois quand même, moi il me semble, hein, le risque de s'exposer à de potentielles dérives. Donc il y a approche complémentaire et dérives sectaires. Voilà. C'est pas la même chose pour moi. Hein. Donc pourtant, hein, ces expériences, elles ne sont pas inhabituelles au sein de la population générale, et au contraire, hein, moi, il me semble qu'elles méritent d'être prises en considération. Euh,
la spécificité des expériences exceptionnelles, et encore plus des expériences nécrophaniques, nécessite de la part des professionnels une approche bien ouverte et non disqualifiante, hein, de la parole des personnes qui en témoignent. Et c'est quand même de se rappeler que ces expériences, elles portent souvent une charge affective importante, hein, nouée et toujours nouée à l'histoire de vie du sujet, hein. Et donc une approche psychologique de ces expériences existe, hein, et permet une écoute plus fine, un accueil ouvert et attentif, ainsi qu'un apaisement des manifestations intenses qu'elles peuvent engendrer. Et on a notamment un consortium, hein, qui a proposé des recommandations cliniques pour la prise en charge de tels vécus. Donc il y a notamment des recommandations qui ont été données par Camp et ses collègues en 2020 et également par Évrard et ses collègues en 2021. En quoi ces recherches et les avancées scientifiques de ce début de XXIe siècle pourraient modifier notre rapport à la mort et au deuil? J'entends qu'il y ait une rupture physique des liens avec le défunt, mais on pourrait se demander, est-ce qu'il ne peut pas exister encore, est-ce que des liens ne peuvent pas persister encore, hein, après le décès? Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça peut être par exemple le fait d'adresser des lettres au défunt, de lui écrire, de parler à sa photo. Alors j'ai connu par exemple un monsieur, hein, dans ma patientèle, après 50 ans de mariage, qui parlait au portrait de son épouse après le décès de celle-ci. Et donc chaque soir, hein, il lui racontait sa journée et c'était vraiment euh, un lien continué qui l'aidait profondément à tenir après cette perte. Comme l'avait envisagé Edison avec le nécrophone, pense-t-on pouvoir un jour communiquer avec les défunts par le biais d'une technologie? J'ai envie de vous répondre que oui. En tout cas, moi, ce que je pense, hein, c'est que l'être humain va toujours espérer pouvoir communiquer avec l'invisible de manière générale, ou en tout cas avec des défunts plus spécifiques. Euh, oui, à partir d'autres technologies. Enfin, on l'a vu, hein, quand j'ai parlé justement des différentes médiations qui ont été mises en place par l'humain au cours des années pour communiquer. Enfin, on a parlé du nécromantéon, on a parlé notamment de tout ce qui va être spiritisme. On pourrait parler des trompettes aux esprits, hein, à un moment donné, qui voilà, aller aussi du côté du nécrophone avec l'idée finalement de pouvoir percevoir des phénomènes de voix de la part des défunts. Donc oui, j'ai envie de dire pourquoi pas, peut-être par des moyens technologiques, hein. D'ailleurs, j'ai une de mes patientes qui me dit que euh, par l'ordinateur, en tout cas, elle écrit des pages sur Word et elle espère avoir un jour une réponse de son défunt mari. Donc oui, enfin, je pense effectivement que euh, les moyens technologiques seront une tentative de médiation. Mais d'ailleurs, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas déjà le cas? Je prenais l'exemple tout à l'heure des chasses aux fantômes dont j'ai parlé dans cette dernière communication orale que j'ai proposée. Mais effectivement, dans les chasses aux fantômes telles que vous les observez actuellement sur YouTube, pour ne pas les citer, on a vraiment l'idée que les personnes utilisent eh bien, des détecteurs de champs électromagnétiques. On a aussi des spirit voice. Euh, et ça, c'est déjà des moyens technologiques, moi, il me semble, qui permettent d'entretenir des liens entre les vivants et les morts. Merci Romain pour ce brillant exposé sur ces expériences extraordinaires. C'était vraiment passionnant.
pour moi. Je me suis régalée. Dites-nous dans les commentaires, ceux qui ont regardé, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas. Je suis sûre que Romain reviendra voir de temps en temps dans les commentaires pour savoir ce qu'il en ressort. Je vais vous laisser le mot de la fin, Romain. Mais auparavant, j'aimerais saluer votre collègue Marine Mutis, par l'intermédiaire de qui nous sommes entrés en contact et je tiens à la remercier. Je rappelle que la vidéo de la conférence qu'elle avait donnée lors de notre deuxième journée conférence en Gironde est disponible sur notre chaîne YouTube et Marine parle de la lucidité terminale. Voilà, si vous êtes curieux, allez voir, je mettrai le lien dans la description. Voilà, et donc de mon côté, ben, vraiment, j'ai passé un excellent moment. Je vais peut-être vous garder un peu en off pour continuer à discuter avec vous, mais je vous laisse quand même le mot de la fin, Romain. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle pour l'invitation et pour cet accueil très bienveillant et très chaleureux. Euh, le mot de la fin, oui, ce que je voudrais dire, c'est peut-être avoir beaucoup plus d'ouverture en fait par rapport à ces expériences, à ces vécus. Euh, J'aime vraiment le terme de vécu parce que je trouve qu'il va vraiment du côté de la singularité des personnes, avec des vécus qui sont tout à fait différents les uns des autres. Et moi, il me semble qu'il faut continuer à avoir cette ouverture, ou en tout cas à tendre vers cette ouverture concernant ces expériences. Et peut-être aussi, et ça je l'espère, un développement de la recherche euh, quant à ces expériences. Euh, il me semble qu'on n'avancera pas de toute façon sans une accentuation de la recherche. Voilà. Ça me semble vraiment intéressant et important. Et il faut que ces sujets soient pris au sérieux. Merci. Merci à vous. Oui, en Islande, ben, déjà, ils croient aux elfes, aux êtres de la nature. Ils parlent Ouais. avec eux, ils vont pas dans des endroits qui sont. Alors évidemment que voilà, mais c'est vrai que culturellement c'est important parce que ben, ça peut laisser la place à une autre lecture du monde dans lequel on vit aussi, comme quoi Oui. culturellement, voilà. Euh, Tout à l'heure, vous avez dit que les VSCD, ça durait de quelques secondes. Ça, c'était avec Elsa Esser, quelques secondes à quelques minutes. Mais vous n'avez pas précisé si ça se répétait. Il pouvait y avoir plusieurs répétitions. Oui, effectivement, ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, merci d'ailleurs, mais effectivement, il peut y avoir des VSCD qui peuvent se répéter dans le temps. Alors bon, dire que ça va se passer exactement de la même façon, ça me semble beaucoup plus complexe, mais il peut y avoir, j'ai des personnes justement qui m'expliquent qu'elles sont régulièrement en contact avec un de leurs défunts. Donc oui, on peut avoir des expériences répétées, mais on peut avoir aussi des expériences qui vont avoir lieu une fois dans une vie. Ou alors on peut avoir, alors ça c'est aussi intéressant parce que on a des personnes qui vont témoigner d'un VSCD des années après un décès, ou alors des personnes qui vont connaître un VSCD quand elles sont plus jeunes, un autre quand elles sont un peu plus âgées. Donc, encore une fois, il y a vraiment pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de règles. Même si on a quand même cette variabilité-là, ce pic, en tout cas, qui semble un peu plus important dans les 7 jours après le décès. Mais quand même, moi, dans ma clinique, j'observe vraiment des personnes oui, qui vont vivre ces phénomènes sans forcément qu'il y ait de deuil d'ailleurs. Donc ça vient aussi nuancer un petit peu cette approche-là. Vous avez évoqué aussi dans les visions la possibilité pour la personne de voir une partie du corps ou le haut du corps ou de voir la silhouette. Mais lorsque l'on voit la silhouette en entier, il n'y a pas la notion de savoir si on voit le visage.
Donc, ma question, c'est de savoir, est-ce que ça se renouvelle fréquemment, ça, ces visions partielles du corps, en fait? Alors là, encore une fois, c'est extrêmement variable, hein, voilà, enfin, j'ai vraiment cette idée que c'est très variable. Sur la question du visage, ça a été vraiment un point, moi, qui m'a beaucoup questionné à un moment donné. Alors je me souviens d'un monsieur qui me disait que, alors donc lui, en ce qui le concerne, hein, il peut, enfin, quand il rentre chez une personne, il m'explique, hein, qu'il peut voir les défunts qui seraient présents. Et ce qu'il me dit, c'est qu'il les voit vraiment sous une apparition totale, hein, une silhouette totale. Mais néanmoins, quand je questionnais sur la question du visage, c'était beaucoup moins précis que le reste du corps, hein. Et d'ailleurs, c'est une silhouette qui était très grisée, un peu floue, mais vraiment le visage était très peu précis, donc finalement difficile de dire si on peut vraiment l'identifier ou pas, hein, ce défunt d'ailleurs. Mais à côté de ça, j'ai aussi, là je pense à une personne qui est médium et qui m'expliquait qu'elle était capable de voir avec beaucoup plus de précision seulement le visage, hein. Elle perçoit vraiment seulement des visages très précis de personnes, donc elle est capable de donner la couleur des cheveux, la couleur des yeux, vraiment les traits du visage. Par contre, voilà, elle n'observe vraiment que les visages, hein, pas forcément le corps en entier. Donc là, encore une fois, c'est extrêmement variable. Alors, ça m'inspire, moi, une réflexion parce que, alors, je suis loin d'avoir tout lu sur le sujet, hein, bien évidemment, mais il me semble que ce que les personnes rapportent, ce sont des choses qu'elles pourraient avoir enfouies dans leur mémoire. Vous avez parlé tout à l'heure de l'inconscient, mais aussi dans leur mémoire. C'est-à-dire que je me rappelle le parfum, je me rappelle, Mm. enfin, voilà, de comment il était, comment il marchait, etc. Mais est-ce que la question se pose de savoir quel est le rôle de la mémoire dans ces vécus subjectifs de contact avec un défunt? Alors, on pourrait tout à fait se poser la question du rôle de la mémoire dans ces expériences-là, hein. Moi, le lien en tout cas, que je commence à faire, c'est de me demander s'il n'y a pas un lien par moment entre certains vécus de hantise et des traumas. J'avais une personne qui m'expliquait que lorsqu'elle était, par exemple, dans sa chambre à coucher, elle sentait dans son dos une main qui descendait, hein. Et cette personne m'avait confié, hein, des abus sexuels qu'elle a subis, hein, quand elle était plus jeune. Donc, vous voyez, moi, voilà, en tant que psychologue, j'ai l'hypothèse d'un lien supposé, en tout cas, qui pourrait se faire par une réactualisation, en fait, hein. Finalement, on pourrait se demander si l'esprit ne cherche pas à traiter l'événement, en tout cas ce dont a été victime la personne, par le biais Ouais. en tout cas par cette voie de l'expérience exceptionnelle. Euh, Il y a un facteur aussi qui rentre en jeu, sur lequel, enfin, qui m'interroge aussi, et ça fait un peu référence à la Madeleine de Proust, c'est que, en fait, cette sensorialité, elle ramène une émotion. Et je ne sais pas si des personnes qui n'ont pas de lien avec un défunt, qui n'ont pas d'émotion, vivent des VSCD de la même manière. Et quelle est la part de l'émotionnel, en fait, là-dedans? Mm. Bah, c'est une question qui est très intéressante, hein, parce que là, je repense justement à l'étudiante qui me parlait de la vision de ce petit garçon inconnu dans sa chambre d'internat. Et alors au début, elle m'expliquait qu'elle était vraiment paniquée, hein, par cette vision. Et puis finalement, eh bien, je trouvais qu'au niveau émotionnel, il y avait une valence très neutre en fait, hein, après la surprise et la peur, il y avait quelque chose d'assez neutre. Euh,
Alors que pour le coup, dans les cas de contact, enfin de vécu de contact avec une personne, avec un défunt identifié, et quand le VSCD est positif, et en tout cas quand le lien initial a été positif, là on a des réactions émotionnelles qui sont très intenses, qui sont très positives. Mais on a aussi l'inverse, c'est-à-dire que si le lien avec le défunt a été très négatif, on peut aussi avoir, vous voyez, Ouais. des réactions émotionnelles très négatives. Donc oui, oui, il y a clairement un lien avec la part émotionnelle. Et, tout ce qui est en rapport avec le souvenir, avec la mémoire, enfin oui, mais ça, je suis sûr qu'il y a des liens, il y a des explorations à travailler de ce côté, oui. Alors, j'ai une autre question, par rapport, à cette, ce qu'on appelle, on appellerait la vie après la vie et là, en l'occurrence, la mort. Ces personnes qui vivent des VSCD ou les ENI, également, on dit souvent: «Elles n'ont plus peur de la mort». Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'elles ont plus peur de vivre non plus? En tout cas, l'être humain, moi, me semble habité, par une pulsion de vie, hein. Oui, du côté de la vie, effectivement, mais dans le cas des expériences de mort imminente, hein, on peut avoir des personnes enfin là, j'avais une personne justement, qui m'a parlé de son EMI et qui me disait: «Mais finalement, je n'ai plus le goût de vivre, après l'expérience que j'ai vécue». Hein, donc je crois que ça modifie D'accord. vraiment, mais en fait, ça fait écho quand je parlais du modèle, de phare, avec cette idée, modèle de soi, modèle de l'environnement finalement. Mais oui, ça vient complètement déstructurer, ces expériences. En tout cas, elles viennent, elles attaquent, ces modèles-là, nos modèles de la réalité, hein. Ce qui fait qu'on peut avoir des réactions, bah, peut-être avec un rejet de la vie, hein, suite à ce type d'expérience. Là, dans le cas des VSCD, je réfléchis, mais euh, j'ai pas tellement de situations, voilà, qui se rapporteraient à un rejet de la vie, comme le cas de cette personne qui a vécu cette EMI. Euh, Là, j'ai pas de situation comme ça. Après, j'ai quand même des situations où les personnes ont très peur de ce qu'elles ont vécu, hein. Je reprends la situation de Martine, hein, dont j'ai parlé un peu plus tôt, mais qui avait extrêmement peur d'investir d'ailleurs une nouvelle habitation par la suite, hein, parce que cette dame, elle a déménagé de nouveau. Elle expliquait qu'elle avait été chassée de cette maison par les esprits. Et en même temps, au fil du suivi que nous avons, euh, elle n'exprimait plus de VSCD. Donc ça, c'était intéressant aussi. Hein, il y avait des choses qui se débloquaient et elle n'exprimait plus de VSCD, mais alors ça, ce sont ses mots, hein, mais tel qu'elle l'expliquait, elle me disait, mais mes phénomènes me manquent. Vous voyez, il y avait quelque chose qui se rapportait, comme à une sensation de vide, ou en tout cas, eh bien un isolement qui était peut-être plus intense, hein? Donc, on étudie, des expériences de conscience, par rapport au décès, aux défunts et est-ce que alors il y a un problè il peut y avoir un problème de, rapportabilité, par rapport aux enfants, mais est-ce qu'il y a des études de la conscience faites justement avant la naissance? Avant la naissance? Parce Alors que ouais, non. je pense Ouais. qu'il en existe. Je pense qu'il en existe. Moi, j'en ai pas en tête. J'ai pas en tête ce type d'études, mais il doit certainement en exister. Par contre, c'est vrai que en ce qui concerne les enfants, hein, notamment sur le récit de leurs expériences exceptionnelles, ce qui est très compliqué, c'est que c'est souvent des témoignages de seconde main. Hein, c'est-à-dire que ça va être les parents, ça va être la famille qui peuvent en parler, mais c'est rarement l'enfant. Ou alors quand il en parle, bah, sa parole en général, ben voilà, on pourrait se poser la question, est-ce qu'elle n'est pas disqualifiée? C'est-à-dire que, oh bah tu sais, c'est le monstre, voilà, le fameux monstre sous le lit. Bon, oui, mais l'enfant, en tout cas, il a un vécu et moi, il me semble important
de le prendre en compte, hein, ce vécu qui est exprimé. Mais c'est vrai qu'avec les enfants, on est souvent, parce qu'à un moment donné, je voulais justement obtenir des données sur les enfants, et mais je m'en suis rendu compte très tôt, en fait, ce qui est compliqué, c'est d'avoir accès, hein, aux témoignages de ces enfants. Et en général, en fait, ça passe par les parents. Et encore, hein, quand c'est considéré par les parents comme une expérience exceptionnelle. Comme je vous dis, c'est souvent considéré comme, eh bien, voilà, bon, bah, mon fils, ma fille se fait des histoires. Bon, c'est voilà, les peurs des enfants, hein, c'est souvent considéré comme tel. Mais peut-être que des fois, ça pourrait être interprété comme une expérience exceptionnelle. J'ai une dernière question, Romain. J'en ai des tas d'autres, hein, mais voilà, je vais finir avec celle-là. Moi, je m'interroge vraiment sur l'individualité, sur de, de ces matérialisations, en m'interrogeant sur l'ego. Quelle est la part de l'ego, puisqu'on sait que c'est ce qui nous anime, qui nous fait avancer, qui nous fait prendre conscience du monde extérieur. Mais des témoignages des expérienceurs d'EMI, ils reconnaissent la difficulté de se singulariser par rapport au tout dans lequel ils sont plongés. Et ça va même jusqu'à poser des problèmes d'identification de cibles quand il y a des chercheurs qui demandent, voilà, que visiblement les personnes qui sortent de leur corps sont tellement submergées par la beauté de ce qu'elles voient et de ce qui les entoure que revenir à elles-mêmes, ça leur semble juste pas possible. Donc, dans ces contacts en VSCD, comment se fait-il que l'on perçoive un individu? Bah, oui, encore une fois, c'est une très bonne question. Alors, on a quand même, hein, des VSCD où effectivement, hein, enfin, les personnes rapportent, hein, des vécus avec un défunt précis, mais on peut avoir des apparitions qui vont être plutôt collectives. Euh, Là, j'avais une personne justement qui m'expliquait après des obsèques, elle avait pu observer, il me semble, le couple de ses grands-parents, décédés tous les deux, hein. Bon, alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, rare quand même, hein. Moi, j'ai surtout pu rencontrer des personnes qui ont vraiment connu un VSCD avec une personne en particulier. Mais il semblerait, hein, qu'il existe effectivement des VSCD avec plusieurs personnes. Ou alors ça peut. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est des personnes qui vont connaître un VSCD avec un défunt A, par exemple, et un autre VSCD peut-être un peu plus tard avec un défunt B. Hein, ça, c'est aussi, ça peut exister. Quand même, hein, ce que j'observe, c'est alors ça serait plus le cas peut-être des personnes qui se définissent comme médiums, qui vont avoir des contacts avec voilà, des, euh, des défunts plutôt nombreux, hein, et très variés d'ailleurs, alors que une personne sans capacité a priori médiumnique pourrait voilà, rapporter plutôt un VSCD avec un défunt en particulier, hein. Voilà, ça c'est ce que j'observe en tout cas des entretiens que je mène, hein. Vous allez écrire un livre après votre thèse? Bah écoutez, j'aimerais bien, euh, j'aimerais beaucoup, peut-être pour voilà, alors je vais rester très humble, mais si ça peut au moins initier peut-être, comment dirais-je, un rapport plus, oui, plus ouvert à ces vécus, eh bien j'en serais déjà très heureux. Bon, oui, pourquoi pas. Eh ben, on va inviter tout le monde, en tout cas, à être plus à l'aise avec son thérapeute, son psychiatre, son psychologue, son médecin, son chirurgien, pour lui dire, peut-être qu'il appartient justement au public,
comme l'avait dit à la journée conférence le docteur Baptiste Vallée, ça appartient aussi à chacun de faire un pas vers l'autre pour libérer la parole sur ces expériences-là. Mais je crois que le terme, vous l'avez très bien dit, hein, c'est vraiment une libération de la parole. Ouais.